Bien, bonjour à toutes. Ça marche, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons lancer cette quatrième table ronde, la deuxième de la matinée, autour du cadre législatif et réglementaire et ses évolutions et les conséquences, on va dire, de toutes les créations et les votes de lois de ces 20 dernières années. Puisque, comme cela a été bien sûr rappelé, et notamment par M. Salois, cette année, nous fêtons, outre le centenaire de l'association, de la GCCPF, le 20e anniversaire de la loi relative au Musée de France, et qui a été, bien sûr, qui a abouti après une longue préparation. Et ce que je voudrais dire juste en introduction, c'est qu'au-delà on va dire, du cadre législatif et de ce que cette loi a apporté pour conforter, pour consolider le fonctionnement des musées, il fallait attendre quand même un texte qui soit un peu plus adapté et un peu plus actuel que l'ordonnance provisoire de 1945. Mais moi, pour avoir aussi un peu vécu de la transition, c'est de voir à quel point cette loi a non seulement fixé un cadre réglementaire très, très strict, on va dire, mais aussi a favorisé une évolution considérable et a accompagné aussi une évolution des musées et a permis surtout de les regrouper, de les fédérer. Je trouve que c'est un des grands mérites de cette loi, c'est d'avoir réuni dans un seul statut finalement ces musées si variés, si différents, et donc enfin avoir un texte qui reproduisent en quelque sorte, qui soient en accord avec l'évolution de la notion de patrimoine, la grande diversité des domaines scientifiques des musées, et regrouper aussi des établissements de statuts différents, aussi bien de l'État, des collectivités territoriales, voire de personnes morales, privées, associatives, et donc d'avoir un seul statut et un seul type de musée de France qui regroupe tous ces établissements. Voilà. Et puis, bien sûr, conforter aussi et améliorer l'équilibre des rapports entre l'État et les personnes morales propriétaires, principalement les collectivités, au travers du contrôle scientifique et technique, mais aussi de tous les partenariats qui ont pu être menés à cette époque-là. Voilà. Et puis, nous allons aussi évoquer dans cette table ronde les évolutions un petit peu plus récentes ou les adaptations avec les derniers textes législatifs et réglementaires qui ont pu être adoptés. Donc tout de suite, pour la première table ronde qui porte sur le cadre justement réglementaire et législatif de la loi, issue de la loi, je passe la parole à Claire Chastagnier, que tout le monde, je crois, connaît, qui est adjointe au sous-directeur des collections au service des musées de France et qui est une des, on va dire, des meilleurs connaisseurs de ce cadre législatif et réglementaire. Voilà. Merci beaucoup François, c'est laudateur, je ne sais pas si je mérite tout ça. En tout cas, moi merci à la GCCPF de nous donner l'occasion au service des musées de France d'intervenir et puis dans ce colloque du centenaire d'une association professionnelle importante, et on en a eu encore la preuve ce matin avec les témoignages qui ont été produits notamment de Michel Collardel et Roland May sur leur implication dans les évolutions qui ont eu lieu tout au fil de ces années. Donc oui, comme le disait François, je vais vous parler un petit peu des apports de la loi Musée de France et des évolutions qui ont pu se produire plus récemment. Effectivement, le texte qui fête ses 20 ans cette année est venu se substituer à une ordonnance provisoire qui avait eu une longue vie, puisque de 1945 à 2002, mais qui ne répondait plus sans doute à la profonde évolution des musées français au cours des décennies précédentes, ni au nouveau contexte de décentralisation qui a été abordé tout à l'heure à la première table ronde. Évidemment, ce texte
Jacques Sallois l'a rappelé, doit beaucoup aux travaux qu'il a conduits pendant son mandat et dès le début des années 90, et donc a eu une maturation qui lui a permis, sans doute, quand le texte est enfin arrivé au bout de son parcours parlementaire, d'être bien pesé et charpenté. Et il était intéressant, comme vous le disiez, François, de voir dans quelle mesure ça a permis de préciser des règles applicables aux relations entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi comment l'objectif a été traduit législativement, l'objectif d'harmoniser le statut des musées reconnus par l'État et surtout de les fédérer. Et je crois que c'est le mot vraiment important que vous avez prononcé, dans le respect de leur spécificité, quel que soit leur statut ou leur propriété ou leur domaine scientifique, pour les réunir dans une même famille. Et donc, comme dans toutes les familles, tout le monde ne se ressemble pas, mais c'est quand même, il y a un esprit de corps généralement. Donc, c'est pour ça que ce texte est important. Avec cette appellation, et pitié, ne parlons pas de label, parce que ça, c'est un truc qui me hérisse le poil, puisque je pense que le législateur, en choisissant le terme d'appellation, avait une vision claire, et ce n'est pas un label. Alors, une appellation qui crée des obligations et des devoirs, d'une certaine manière, pour les musées de France, et qui définit le musée. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps de définition du musée, avec les soubresauts de la définition de l'ICOM. Je trouve que la définition de la loi Musée de France, qui fait la part belle aux collections, était et continue, elle, ne nécessite pas tellement de retouches. Je vous la rappelle pour le plaisir. Est considérée comme musée au sens du présent livre, donc du Code du patrimoine. Toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public. Voilà, donc là, on ne parle pas d'inclusif, de je ne sais trop quoi, mais ça reste d'actualité. La loi Musée de France, elle est aussi venue préciser les missions des musées qui sont autour de la conservation des collections, de leur protection, mais aussi avec un fort aspect concernant l'élargissement des publics, la prise en compte des publics, et puis la dimension recherche, progrès de la connaissance aussi, qui est importante dans ces missions. Et nous étions très, très heureux au service des musées de France de voir que notre demande de porter le PSC, le projet scientifique et culturel, au niveau législatif, qui avait été un peu écarté par notre ministère malgré notre demande, est revenu sous la forme d'amendement pendant le débat sur la loi LCAP, la loi donc Liberté de la création, architecture et patrimoine de 2016, et ce qui a permis de l'inscrire dans cet article sur la proposition du service des musées de France, dans cet article des missions des musées, et du coup ce document qui a révélé toute son utilité au cours des années après la loi musée est désormais donc un attendu plus fort, puisqu'inscrit dans la loi depuis 2016. Alors l'appellation Musée de France, ça a été aussi évoqué ce matin, c'est le paysage qui en est sorti. Il y a une instance qui est importante et qui est une sorte de clé de voûte, c'est le Haut Conseil des musées de France, puisque évidemment dans la famille des musées de France, il y en a qui sortent, pas beaucoup, régulièrement. Il y en a qui devraient sans doute sortir, parce que le fait qu'on ait d'une manière certaine manière rendue automatique l'intégration dans la famille fait qu'il y a des musées fermés depuis 20 ans qui sans doute devraient ne plus avoir l'appellation, mais c'est un gros travail qui est fait chez nous en centrale avec les conseillers musées, pour sans doute arriver parfois à des regroupements aussi qui permettent de pas... c'est une forme de retrait de l'appellation, mais qui en fait
garantit la protection des collections. Alors, ce Haut Conseil, il continue de donner des avis sur l'attribution et le retrait de l'appellation, bien sûr, sur le transfert de propriété, les cas de péril aussi, heureusement très rares. Depuis la suppression de la Commission scientifique nationale des collections dont a parlé Jacques Salloy et qu'il a présidé pendant 5 ans, qui a été supprimée par la loi en 2020, le Haut Conseil est désormais l'instance suprême pour rendre un avis sur les décisions de déclassement. La loi Musée de France, elle a aussi protégé l'appellation, si le terme de musée n'est toujours pas protégé. Celui de Musée de France l'est, avec des sanctions si utilisé de manière abusive. Et puis, la loi musée a entraîné un certain nombre d'effets, de conséquences de cette appellation. D'abord, le contrôle scientifique et technique de l'État qui est réaffirmé. Une attention particulière à la politique des publics, avec, comme vous le savez, des politiques tarifaires qui doivent favoriser l'accès du plus grand nombre dans les musées. Mais elle a apporté aussi beaucoup sur la qualification des professionnels, puisque les professionnels de la conservation, mais ceux aussi de la restauration et ceux de la médiation culturelle sont pris en compte dans la loi et au bénéfice de la professionnalisation dont parlait Roland May tout à l'heure. Le récollement décennal, Jacques Salloy l'a cité, c'était une petite révolution après un rapport de la Cour des comptes qui n'était pas terrible. Non, pas terrible sur le constat. Je ne critique pas le rapport lui-même, mais bon, qui a obligé à une petite prise de conscience que là, il y avait un gros travail, et on en est un second récollement décennal qui apporte son lot de redécouvertes et aussi qui va permettre progressivement de mettre beaucoup de choses d'équerre, notamment par rapport aux inventaires, et donc ça aussi c'est un apport important. La loi Musée de France, elle a aussi inclut les transferts de propriété à titre gratuit, enfin les a rendus possibles avec un volet quasi automatique, même si c'est après récollement et que ce travail continue pour les dépôts de l'État au bénéfice des collectivités territoriales, ceux qui sont antérieurs à 1910, et puis a rendu possible aussi les transferts de propriété volontaires sur décision du propriétaire public. 2 principes fondamentaux ont été réaffirmés par la loi Musée de France. L'inaliénabilité, même si une possibilité de sortie est quand même prévue, mais de laquelle sont exclus les dons et legs, ainsi que les acquisitions effectuées avec l'aide de l'État pour les musées qui ne lui appartiennent pas. La collégialité, avec la consultation préalable et obligatoire d'une instance scientifique pour tout projet d'acquisition d'un musée de France et aussi pour la restauration. Et Chloé Théo, tout à l'heure, abordera les commissions scientifiques régionales d'acquisition. Et puis, on y pense, on n'y pense pas spontanément, mais c'est la loi Musée de France qui a créé le dispositif fiscal qui est dédié aux trésors nationaux, à leur acquisition, et qui permet à des entreprises de participer à l'effort d'acquisition en pouvant obtenir une réduction fiscale de 90% de leur impôt sur les sociétés. Et ce dispositif a aidé de nombreuses acquisitions importantes au bénéfice des musées de France depuis qu'il existe. Alors, la loi El Cap, elle est venue retoucher la loi Musée de France, mais finalement de manière très légère, comme quoi le socle créé en 2002 était solide, et les mesures qui ont été introduites par la loi El Cap, c'est un renforcement du contrôle scientifique et technique de l'État sur la restauration des biens des collections des musées de France, une possibilité renforcée aussi de mise en demeure d'un propriétaire défaillant en cas de péril de ses collections, la création d'une nouvelle labellisation, et là pour le coup c'est un vrai label, de pôle national de référence,
mais aussi l'élargissement des transferts de propriété à titre gratuit, ce qui était possible qu'entre musées de France, et pour le mobilier archéologique entre l'État et les collectivités territoriales, désormais permet d'autres circulations. Et puis on a introduit aussi une mesure, et c'est peut-être une forme de première réponse à des demandes de restitution et dans le cadre de la lutte contre le trafic des biens culturels, avec une possibilité d'annulation de l'entrée dans les collections publiques de biens culturels pour lesquels on s'apercevrait après l'acquisition que leur origine n'était pas conforme à ce qu'on pensait, et qui est valable pour les cas qui se seraient produits après la ratification de la Convention de l'UNESCO de 1970, qui est le grand texte concernant la lutte contre le trafic des biens culturels. Et pour finir, un mot sur les restitutions, puisque c'est quand même un peu le débat d'actualité. Donc il y a eu depuis 2002 4 lois d'espèces ou spécifiques ou ad hoc pour sortir des biens du domaine public, des biens non éligibles au déclassement parce que n'ayant pas perdu leur intérêt public, et une pour donc en 2002 pour la Vénus Hottentote, en 2010 pour les têtes maoris, en 2020 pour le trésor dit de Béhanzin et le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, donc au bénéfice du Bénin et du Sénégal. Et puis cette année, une première loi d'espèces qui a permis de sortir du domaine public des œuvres spoliées du fait des mesures antisémites du régime nazi, avec notamment un Klimt et un tableau de Chagall. Et donc là, la prochaine... Le travail en cours porte sur, après ces lois d'espèces, sur des lois une ou des lois cadres, avec une possible introduction dans le Code du patrimoine. Alors même si sans doute ça ne sera pas, ça c'est une petite précision technique, ça ne sera pas dans le livre musée parce que on couvrira le champ du patrimoine et donc ça sera dans le livre transversal qui est le livre premier du Code du patrimoine. Il est évident que ce sont les musées qui sont concernés quasiment à 99%, je dirais, par ces questions. Et donc c'est sans doute l'évolution majeure qui est à venir prochainement dans le domaine du cadre législatif et réglementaire qui est celui de la famille des musées de France. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Je disais tout à l'heure, une des conséquences les plus notables, peut-être favorables de la loi, comme vous l'avez redit aussi, c'est cette réunion, cette fédération des musées. Et le second sujet de la table ronde qui va être abordé maintenant, sur la création et le fonctionnement des commissions scientifiques régionales, je voudrais juste rappeler que même si c'est une procédure qui paraît... lourde, on va dire, aussi bien pour les collègues des DRAC que pour beaucoup de collègues au sein des établissements. C'est, je pense, vraiment une très nette amélioration par rapport au système qui existait précédemment à 2002, l'existence du conseil artistique des musées classés et contrôlés, que les plus anciens, peut-être, d'entre nous ont encore en mémoire, mais qui était une instance unique, nationale, et qui était censée étudier les projets d'acquisition de tous les musées reconnus par l'État, donc classés et contrôlés. Et la création de ces instances déconcentrées, de ces commissions scientifiques régionales, aussi lourdes qu'elles soient parfois, a permis aussi d'élargir beaucoup le champ, on va dire, de compétences, puisque d'abord en rapprochant géographiquement des musées par la création de ces commissions régionales, et ensuite en favorisant par sa propre composition aussi une très grande diversité des compétences scientifiques, permet de répondre aussi aux attentes et aux besoins de l'ensemble des musées de France qui se trouvent en région. Alors, pour en parler, je passe donc la parole à Chloé Théo, qui est conservatrice en chef du patrimoine et conseillère pour les musées à la DRAC Occitanie, et qui est également, depuis quelques mois, je crois, présidente de l'association des conseillers pour les musées.
Voilà, merci. Moi, je remplace donc Nicolas Bell, qui a été empêché, et je suis donc une des représentantes des spécimens dont a parlé Roland Med, et conseiller pour les musées en DRAC, et d'ailleurs conservatrice d'État du patrimoine, donc il en existe quand même encore quelques-uns. Alors, en effet, je vais parler des commissions scientifiques. Alors, je me suis dit, c'est un sujet en apparence très anodin. En fait, il faut lire le Code du patrimoine, tout ou presque est expliqué dedans, et en même temps très technique. Donc, comment ne pas vous endormir avec tout cela. Et pourtant, c'est un sujet qui, je me suis rendu compte avec l'expérience, ça fait 3 ans que je suis en DRAC sur le site de Toulouse, qui recèle tout un lot de préjugés, de représentations, voire de fantasmes, tant auprès des collègues dans les musées que des professionnels, notamment de la restauration. Voilà. Et je me suis dit, en fait, il ne faut pas perdre de vue les 2 questions cruciales que posent les CSR, qui sont d'abord le rôle de l'État, quel rôle l'État peut jouer et doit jouer dans les régions, et aussi de quelle manière on peut tous, en tant que professionnels du patrimoine, travailler ensemble dans un objectif commun qui est celui de la bonne préservation des œuvres. Alors je me suis dit, je vais essayer d'être très pédagogique et très simple. Après, si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai. D'abord, rappeler pourquoi les CSR et tout bêtement, comment se passent les commissions. Alors, on l'a dit, la création des CSR est intervenue dans le cadre de la loi sur les musées, qui a instauré le principe du contrôle de l'exercice scientifique et technique de l'État. Alors, c'est un terme, qui, pour moi, est très important. Je vous le dis juste, certains le savent, mais je viens des monuments historiques. J'étais conservatrice des monuments historiques. Et le contrôle, l'exercice du contrôle scientifique et technique, quand on est dans les MH, c'est beaucoup plus simple que quand on est en effet conseiller pour les musées, parce que la marge de pratique est vraiment très, très réduite. Mais justement, ça peut s'exercer dans le cadre des CSR. Alors aussi, cela a été dit, mais je le rappelle, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. En fait, pourquoi c'est si important, les CSR? C'est parce qu'elles concernent les œuvres qui sont inscrites à l'inventaire des musées de France, donc qui ouvre l'accès au statut le plus protecteur du patrimoine. J'y reviendrai, étant donné que les œuvres, une fois qu'elles sont inscrites à l'inventaire, acquièrent le statut de trésor national. Et comme l'a dit monsieur Salois, avec cette expression très belle, une fois que l'œuvre est inscrite à l'inventaire, elle n'est plus de notre propriété, mais c'est la propriété des générations qui nous suivent. Et nous n'en sommes que les gestionnaires. Et en fait, j'ai noté cette phrase parce que ça me semble absolument fondamental à garder en tête quand on instruit une œuvre en CSR, en commission scientifique régionale. Donc voilà, alors la première question que je posais, c'est quel est le rôle de l'État dans le cadre des CSR? Moi, en tout cas, je le conçois vraiment comme celui-ci, c'est-à-dire que l'État est là en tant que garant d'une cohérence du patrimoine national. Donc les CSR, je vais mettre les pieds dans le plat, elles ne sont pas là pour sanctionner. Très souvent, je l'entends, donc voilà, je ne vais pas tourner autour du pot. Mais elles sont là quand il s'agit de CSRA, donc les commissions scientifiques d'acquisition, pour s'assurer que les entrées dans les collections sont pertinentes, et quand il s'agit des CSRR, qui sont très techniques et en même temps, je trouve, absolument fondamentales, elles sont là pour s'assurer que les protocoles adéquats sont appliqués. Alors, j'indique aussi, parce que ça a son importance, et je reviendrai sur un élément que Claire Chastanier a rappelé, qu'un avis favorable d'une CSR entraîne la possibilité d'une subvention publique. C'est là, en fait, moi, que j'ai une marge de manœuvre, c'est évidemment avec le portefeuille. Soit au titre du FRAM, donc le Fonds d'aide à l'acquisition, soit au titre du FRAR. Et donc là aussi, il faut bien comprendre qu'on est là dans le cadre général d'instruction des subventions publiques, qui veut qu'une subvention ne soit accordée que si l'État a donné préalablement son avis à l'opération. Alors vous voyez, je vous dis ça, quand je dis ça, moi j'ai toujours l'impression d'enfoncer une porte ouverte, et pourtant, peut-être pas tous les mois, mais tous les 2 mois, je reçois des demandes de subventions pour des projets, des opérations déjà commencées. Donc en fait, j'enfonce des portes ouvertes qui, pourtant, sont encore largement ignorées par beaucoup de collègues et de collectivités. Voilà. Alors, un autre point important, pardon Claire, tu as rappelé qu'on ne peut pas sortir une œuvre des collections quand elle a été acquise avec une subvention publique. Ça montre vraiment l'importance donc du FRAM et préalablement de la commission scientifique d'acquisition. C'est vraiment, voilà. Important de rappeler aussi que l'avis des CSR est simple. C'est-à-dire, très concrètement, qu'un musée, lorsqu'il a un avis défavorable à une CSRA, peut parfaitement choisir d'inscrire
L'œuvre a son inventaire. C'est de la responsabilité du responsable scientifique. Par contre, il faut mentionner l'avis défavorable de la CSRA et cela retire l'accès à la possibilité de subventions publiques, tant pour l'acquisition que pour la restauration. Alors, tu as dit, Claire, que la loi LCAP avait amendé quelque peu la loi. Il y a quand même eu cet article important, tu l'as dit, qui permet de contrôler davantage l'exécution des prescriptions en matière de restauration. Donc, c'est un avis simple, mais s'il y a un avis défavorable, le ministre peut demander le propriétaire à interrompre les travaux et il peut ordonner toute mesure conservatoire utile afin d'assurer la préservation du bien. Alors, les avis défavorables, je reviendrai sur quelques exemples si vous le voulez, mais très rapidement. En restauration, c'est rare, mais il y en a. Et je dirai pourquoi aussi et quelles sont les conséquences qui peuvent être positives. Alors, une dernière parenthèse sur pourquoi les CSR, sur un point qui, pareil, là aussi j'ai constaté à l'usage la méconnaissance de ce sujet, c'est que l'inscription à l'inventaire n'est pas l'unique voie d'entrée dans un musée. En effet, un musée peut parfaitement choisir d'acquérir un bien et de le considérer comme une archive, voire comme de la documentation, voire comme un bien public, par exemple du consommable, un élément de scénographie ou de mobilier. Et dans le cas d'un musée municipal, il est alors protégé par le code, le CG3P, le code général de protection de la propriété des personnes publiques. Donc il y a quand même encore une protection qui s'applique. Alors évidemment, là, je ne vous parle pas d'œuvres de peinture ou de sculpture, dont la valeur patrimoniale est assez indubitable, mais la question se pose quand même assez fréquemment, et moi je la pose très souvent aux responsables de collection du territoire dont je m'occupe, pour tout ce qui est lettres, photographie ou fonds d'atelier. Là, dernièrement, j'ai un musée qui, d'ailleurs, dans son formulaire CSR, dit voilà, là, on a récupéré un fonds d'atelier qui est très important d'un point de vue de la documentation et qu'on veut utiliser en scénographie. Et immédiatement, je lui ai dit, mais alors, documentation et scénographie, ça n'est pas inventaire. Et si je dis ça, c'est aussi pour moi être garante d'une cohérence du patrimoine global, mais aussi en pensant au musée. Parce qu'une fois que c'est inscrit à l'inventaire, il faut faire le récolement. C'est une obligation réglementaire. Et faire le récolement sur des gros volumes, quand il y a une petite équipe, ça devient tout de suite un enfer. Alors, là aussi, je voulais ensuite aborder en deuxième point, en apportant des précisions très concrètes, parce que je me suis rendu compte de la méconnaissance de certains éléments. Alors, je l'ai dit, tout est expliqué dans le Code du patrimoine, ou presque. Après, vous pouvez vous référer au règlement intérieur mis en place par chaque CSR. Mais ce que je tiens à dire d'abord, c'est que le rythme des CSR est très fréquent. Réglementairement, il doit y avoir 2 CSR-A acquisitions par an. Je vais vous donner quelques chiffres pour l'Occitanie. Je rappelle que pour l'Occitanie, il y a 132 musées de France. Pour ma part, site de Toulouse, j'en accompagne 74. Je n'accompagne pas que des musées de France. J'accompagne évidemment les musées qui veulent obtenir l'appellation et des musées qui n'ont aucune envie d'obtenir l'appellation. Parce que c'est beaucoup trop contraignant, mais qui sont fondations reconnues d'utilité publique, je pense à la Fondation Bamberg, et que j'accompagne parce qu'on est membre statutaire du CA. Bref, ça fait un très gros volume, je suis sur 8 départements. Et donc, chaque année, nous, en Occitanie, on organise 3 commissions d'acquisition et 3 commissions restauration. J'ai regardé les chiffres pour vous donner une idée. Pour les CSRA, en moyenne, chaque année, 30 musées différents sollicitent la CSRA chaque année. En chiffres cumulés sur 2020, 2021 et 2022, sachant donc que j'ai pris ces chiffres parce que j'étais en poste, mais sachant en plus qu'il y a eu des vacances de poste successives sur Montpellier, j'étais seule pendant plus d'une année, on a instruit plus de 3200 objets. Je vous rassure, heureusement, souvent en lot, mais quand même. En CSRR, restauration, 22 musées différents ont sollicité la CSRR chaque année. Et là, étrangement, c'est le même nombre d'objets qui a été instruit. C'est près de 3200 objets ont été instruits en CSRR. Donc, vous imaginez aussi le volume que l'on doit traiter. Sachant que, vous le savez, dans les cas d'urgence, il y a les délégations permanentes.
Alors, je vais passer rapidement. C'est très important, les délégations permanentes. Moi, je regrette que le dispositif soit malheureusement souvent dévoyé. Ça doit rester exceptionnel pour les cas d'urgence sanitaire. Il est dévoyé souvent pour des questions de convenance financière, qu'il s'agisse de la collectivité qui a un solde à écluser ou d'un propriétaire d'œuvre qui, en fin d'année, veut faire un don avec reçu fiscal. Petit sujet délicat qui, moi, personnellement, me tend. Je sais que le SMF aussi. Ou pour des questions de convenance calendaire. Je passe sur les chiffres, mais pareil, les DP sont très, très, très souvent sollicités en Occitanie. Et voilà. Un point important, parce que ça m'avait été, un restaurateur m'avait demandé, il avait été très mécontent de l'avis favorable, mais avec prescription d'une CSRR, et il m'avait dit, mais qui a imposé cet avis dans la commission? Je lui ai rappelé, mais attention, c'est une instance collégiale. Aucun membre n'a de voix prépondérante, sauf le président, mais en cas de partage des voix. Ça, c'est vraiment un point important. Alors, sur la composition, là aussi, c'est un exercice très délicat. La moitié des membres doivent être hors de la région pour éviter d'avoir des membres jugés partis. Et en même temps, il faut quand même des membres qui ont une connaissance du terrain. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibriste. À peine arrivé, j'ai dû travailler à la nouvelle composition des CSRA et CSRR. Et ce ne fut pas facile, surtout côté restauration d'ailleurs. Alors, je vais passer, parce qu'on est un peu en retard, je voulais parler du point spécifique des acquisitions de spécimens naturalisés, mais éventuellement Pierre Pénicaud pourra vous en parler plus largement, mais je trouve que c'est un cas très intéressant parce qu'en fait, c'est à traiter à la fois en restauration et en acquisition. Mais bon, à la limite, j'en reparlerai après s'il y a des questions dessus. Ce que je voudrais dire aussi, c'est les points d'attention. Alors évidemment, les provenances, le prix ou les estimations, notamment dans le cadre d'un reçu fiscal, d'une demande de reçu fiscal. On en a très, 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 très souvent en Occitanie, des dons. Alors voilà, les musées souvent nous disent, voilà un don, ça ne coûte rien. Quand il y a un reçu fiscal, en l'occurrence, si, ça coûte à l'État, on va dire. Et je rappelle souvent qu'il faut la facture d'achat. En général, une fois que je demande la facture d'achat, il y a retrait de la proposition de don. Comme ça, c'est... Voilà. Aussi, point important, l'acquisition doit s'inscrire dans la politique d'acquisition de l'établissement rappelée dans le cadre du PSC. Alors là aussi, les PSC en Occitanie, c'est un poème. Il n'y en a pas beaucoup. PSC validé, non obsolète, datant de moins de 10 ans. Donc bon, pareil, il y a la lettre, la loi et l'esprit de la loi, donc on passe outre, mais ça reste à chaque fois rappelé. Et aussi en Occitanie, dans les instructions de dossier CSRA, acquisition, on attache toujours de l'importance au récollement mené par les musées, parce que là aussi, moi, ça m'étonne toujours, et en même temps, je comprends. Il y a des musées qui acquièrent à tour de bras et qui n'ont jamais mené de récollement, ce qui pose quand même question. Sans même parler des conditions de mise en exposition des réserves, des musées qui parfois sont désastreuses. J'ai un musée en tête. Et il acquiert beaucoup, des œuvres intéressantes, mais il n'a jamais fait de récollement et les réserves sont indigentes. Donc là, ça pose quand même question. Alors, je vais donner 2 exemples concrets. Voilà, donc, cela dit, non, est-ce qu'il y en a un, je vous en ai parlé. Un avis défavorable en CSRA d'un musée municipal en Occitanie. La responsable d'établissement a décidé d'inscrire quand même les œuvres à l'inventaire. Moi, j'ai aucun problème avec ça, c'est de sa responsabilité. Elle a marqué dans son inventaire qu'il y avait avis défavorable de la commission. Voilà, c'est juste qu'il n'y aura pas d'aide publique. Un exemple d'avis défavorable en CSRR, alors ce coup-ci, pas en Occitanie, même si j'aurais pu en prendre un exemple, mais en Pays de la Loire, c'était la restauration d'un pastel dans le cadre d'une demande de prêt au musée Carnavalet pour l'exposition Proust. En fait, l'avis défavorable avait été rendu parce que l'œuvre avait été jugée trop fragile pour être déplacée avant restauration. Et en fait, là, ce qui est très intéressant, c'est que l'avis défavorable a permis au musée de revoir en quelque sorte son protocole et à engager une démarche complète, non seulement de restauration, mais aussi de conservation préventive et que l'acquisition d'un caisson climatique. Et en fait, je trouve cet exemple vraiment très intéressant parce qu'il permet d'illustrer ce qui, à mon sens, est fondamental dans le cadre d'une CSR, c'est qu'en fait, la CSR n'est pas
un tribunal, comme on l'entend trop souvent, mais c'est le lieu, déjà, c'est un lieu de dialogue avec des collègues qui parfois sont quand même un petit peu isolés sur le terrain, et c'est aussi le lieu où on peut mettre en œuvre une intelligence collective. Voilà, donc en ce sens, c'est aussi pour ça, je reviens sur la question, quel est le rôle de l'État ? Je pense que c'est vraiment là, dans le cadre des CSR, que l'État peut jouer son rôle d'État stratège recentré sur des fonctions régaliennes et un État véritablement accompagnateur. Voilà. Voilà, et pour terminer cette table ronde, on va aborder la question brûlante, si on peut dire, en tout cas très actuelle, des questions de demande de restitution. Alors, pas tellement sur le plan juridique, d'abord parce que Claire en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais aussi parce que Elikia Candot, qui est conservatrice du patrimoine et directrice du musée ou des musées de Boulogne-sur-Mer, va présenter, je trouve, une vision extrêmement intéressante pour aborder cette question des restitutions qui, au-delà de l'aspect politique ou culturel qui sous-tend la plupart du temps ces problématiques, montre qu'on peut et on doit, et les musées doivent l'aborder d'abord sur le plan scientifique et sur le plan de la recherche et de l'étude des collections, et que ça peut donner lieu justement à des solutions beaucoup plus satisfaisantes que celles qui sont évoquées, au moins largement par les médias, sur ces problèmes, on va dire, de repentance ou de conflit entre pays. Voilà, Elikia, je vous passe la parole. Merci à l'association pour l'invitation. Alors, très modestement, ce sera un témoignage de l'intérieur au cœur d'un musée municipal qui est celui de Boulogne-sur-Mer, de son château-musée, qui a une expérience de 20 ans de dialogue avec les communautés de Kodiak. Et je vais bientôt réussir à tourner. Faut bien me diriger. Ok. Je vais y arriver. C'est pas grave. En tout cas, l'esprit, c'est... je voulais aborder la question par le biais... Ah, c'est peut-être ça. Merci. Ah, bah c'est ça. Tout va bien, merci. Ben oui, effectivement, merci beaucoup. Effectivement. Une question au cœur. Voilà, parler restitution, je vais vous parler finalement davantage partenariat au final. Et une question centrale, quand on m'a demandé de parler de ce sujet, de comment partager la collection Pinard. 2002-2022, pourquoi 2002 ? Parce que c'est un peu un moment fondateur, l'année 2002, avec l'exposition Kodiak Alaska, qui a été la première exposition du musée du Quai Branly, dans les murs du Mao, qui a eu lieu du 6 novembre au 20 janvier 2003, enfin du 6 novembre 2002, pardon, au 20 janvier 2003, avec cette collection d'Alphonse Pinard, qui est donc une collection collectée en 1871 dans le sud de l'Alaska, à Kodiak et dans les îles Aléoutiennes. Une collecte qui rassemble plus de 200 œuvres qui ont été données en 1875 au musée de Boulogne-sur-Mer. Ce linguiste, Alphonse Pinard, vient d'une ville à proximité de Boulogne. Cet ensemble, juste pour vous donner le panorama, donc plus de 200 œuvres sont conservées à Boulogne. La collecte d'Alphonse Pinard, c'est la collecte d'un linguiste et donc des récits, des photos également, donc tout un fonds d'archives qui lui est conservé aux États-Unis, à Berkeley, donc en Californie, à la Bancroft Library.
2002, c'est le moment où les communautés de Kodiak et de Boulogne-sur-Mer vont se rencontrer pour la première fois. Les délégations officielles vont se rencontrer à l'occasion de l'exposition. Une cérémonie va avoir lieu à Boulogne-sur-Mer au moment en parallèle de l'exposition parisienne, avec une exposition de photographies de Kodiak aujourd'hui. Donc voilà, là je remets cette phrase qui est issue d'un des ouvrages qui, si vous voulez replonger au cœur d'un des temps forts de ce partenariat, c'est un ouvrage qui s'appelle Two Journeys. Et là, dans la préface, finalement, ce qui était au cœur de ce dialogue, 2002, c'est le temps de la rencontre, mais dès les années 90, des premières demandes individuelles, ponctuelles, pour accéder aux collections avaient déjà eu lieu. Il y avait déjà eu des tentatives d'approche auprès de la direction de Boulogne. Pour vous donner un aperçu du fleuron de la collection, en tout cas des masques qui ont été un des points d'attention qui ont été présentés dans l'exposition de 2002 et un des premiers points d'étude. Rapidement, voilà, alors le cadre de travail, c'est pas tant ça, c'est plus la chronologie. Vous voyez que voilà, j'ai poussé jusqu'à 2023 puisqu'on est en contact continu encore avec eux. Je suis la 5e directrice de ce lieu, donc ce qu'on évoque, nous ne sommes que des passeurs. En effet, nous sommes là de passage et on transmet. Donc voilà, 2002, cette première exposition, 2006, un temps fort que je vais vous mettre par la suite en image, qui marque vraiment le premier temps un moment fondateur pour le partenariat. C'est un voyage d'études qui a été organisé par l'Alutiiq Museum qui est à Kodiak, qui est notre principal partenaire, qui a souhaité, alors à l'occasion de l'arrivée d'Anne-Claire Laronde à la direction du musée de Boulogne, il y avait eu la demande, voilà, d'un temps de rencontre, et je vais avancer pour vous montrer les images tout de suite. La volonté d'un temps de rencontre avec les œuvres, la volonté d'y accéder, et l'Alutiiq Museum a organisé un voyage avec 10 artistes sélectionnés par leurs soins, susceptibles, des artistes ayant une démarche engagée dans le renouveau culturel, susceptibles de faire des dons ensuite à l'Alutiiq Museum de création qui seraient issus de ce voyage d'études. Du côté de Boulogne-sur-Mer, la direction du musée de l'époque a marqué par un geste fort, ce qui a été de décrocher des salles d'exposition, tout un étage du musée, pour pouvoir mettre à disposition très librement l'intégralité de la collection de Boulogne, enfin de la collection Pinard, pour étude auprès de cette délégation de Kodiak. Dans les témoignages, ce qui ressort très fort, ça a été ça. Les communautés, nos collègues de Kodiak, vraiment souligné qu'ils avaient l'impression jusqu'alors que les Français ne mesuraient pas l'importance que pouvait avoir cette collection pour eux. Et le dispositif tel qu'il a été mis en place, vous voyez, de manière très modeste, néanmoins très fort, a vraiment déclenché une émotion assez forte et qui a fait basculer le partenariat dans un véritable temps de dialogue. Ici, vous avez Hélène Simeonov, que vous voyez à gauche. Hélène Simeonov est une artiste soukpiak aujourd'hui décédée, qui a été la première à voyager à Boulogne en 2000. Elle avait pu rencontrer Dominique Desson, qui était une doctorante, qui en 1995 fait une communication à Kodiak, qui parle de cette collection Pinard, qui est loin. Et Madame Simeonov a, pendant 5 ans, réuni des fonds pour voyager à titre personnel et venir à Boulogne. Alors, elle est venue de manière tout à fait discrète, sans se manifester, sans signaler sa présence, mais c'est elle qui a ensuite été un peu la porte-parole, et en tout cas qui a souligné l'importance de ce fonds. Je ne l'ai pas dit, mais il existe d'autres collections de cette région de Kodiak ailleurs dans le monde, en Europe du Nord, en Russie également.
mais c'est le plus important numériquement constitué et le plus riche, notamment par les archives qu'a pu réunir Alphonse Pinard. Alors Alphonse Pinard, peut-être ne l'a certainement pas pensé comme ça, mais l'échange est de fait nécessaire puisque ces archives sont toutes ces transcriptions sont trilingues, en aleutique, en russe et en français. La collaboration est de fait nécessaire pour pouvoir réunir et traduire l'ensemble des chants ou récits qu'il a pu collecter. Je reviens sur le cadre de travail. Alors, c'est un partenariat qui, pour le coup, s'inscrit... il démarre en 2002, la loi musée est toute récente. Les Français, la direction Boulogne a réaffirmé ce cadre de l'inaliénabilité des collections publiques, ce cadre de la loi musée de France. Évidemment, je rappelle aussi, j'ai remis 1990, ce temps qui a été celui de la loi NACPRA aux États-Unis, qui a été pour un temps de bascule pour les populations natives, avec des mouvements de rapatriement nombreux en Amérique du Nord. Donc il a fallu ce temps de compréhension aussi, et l'année 2006 a été ça aussi, de ce temps de dialogue pour que chacun comprenne quels étaient les enjeux de part et d'autre. Et il a été réaffirmé aussi l'importance que pouvait avoir cette collection d'Alphonse Pinard pour la France. Donc finalement, la question centrale, c'est restituer. Qu'est-ce que c'est, au-delà de rendre les objets purement et simplement, rétablir, recréer ce qui n'existe plus. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà écrit. Réattribuer la paternité d'une œuvre. Il y a toute cette dimension symbolique qui est forte. Je tenais à vous présenter cette œuvre-ci qui... reviendra quand on redéploiera renouvellera notre parcours des collections, ce masque qui s'appelle le The Guardian, qui est le premier objet à entrer dans les collections de Boulogne. Je vous laisse prendre connaissance des mots de l'artiste. J'ai fait ce masque pour protéger la collection Pinard en France. J'avais vu la collection l'année précédente. J'avais l'impression que ces masques étaient seuls et se sentaient abandonnés par le peuple aleutique. Cette œuvre est celle d'un artiste qui s'appelle Perry Eaton, un artiste de Kodiak, qui était également un membre de l'équipe de direction de la corporation Kodiak, qui défend les intérêts Kodiak et qui est une des 12 organisations, une des 12 sociétés d'Alaska qui défend les intérêts des communautés autochtones, et qui a fait en 2002, suite à l'exposition dont je vous parlais, don de cette œuvre qui symbolise, alors vous avez l'esprit, c'est les formes traditionnelles de masques planches qui sont souvent des masques funéraires, le visage qui représente un esprit, et les lignes de part et d'autre qui symbolisent le peuple aleutique, le peuple de France, et relié par cette ligne de points pour symboliser l'amitié. Son intention n'était pas qu'elle entre dans les inventaires au départ, mais simplement un cadeau qui s'attendait, et il en fait dans l'affiche, dans le témoignage qu'il apporte sur cette œuvre. Il l'imaginait dans un bureau, donc il était surpris de l'avoir placé au milieu des œuvres de Boulogne, des œuvres de Pinard, 2 ans après son premier passage. Et ça a été le point de départ d'un des points forts de la collaboration, qui a été la constitution d'une collection d'art contemporain autochtone dont je vais parler. Voilà, simplement... toujours dans ses propos de toute journée, la question de la confiance au-delà des considérations juridiques et ce temps de compréhension de ce que représente ce patrimoine d'un côté comme de l'autre. On a beaucoup lu que cette collection était tombée dans l'oubli. On a une doctorante qui actuellement retravaille sur les archives contemporaines, et parmi les choses qui ont aussi marqué les collègues de Kodiak, c'est que cette collection n'est jamais tombée dans l'oubli. On peut retrouver dans les plans de sauvegarde dans les plans de sauvegarde préparés pendant l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre, la collection d'Alphonse Pinard, la collection de Kodiak, a toujours fait partie des plans de priorité, des plans d'évacuation prioritaires. Je parlais de la question du dialogue.
je ne vais pas m'éterniser trop, mais voilà, la compréhension, c'est aussi ça. Ce masque-ci, vous ne le verrez pas dans les collections, puisque c'est un masque qui a été sculpté en 2011, lors d'un des autres temps forts de ce partenariat, qui a été la cérémonie d'hommage à Alphonse Pinard, pour marquer le centenaire de sa mort. Donc voilà un masque sculpté qui représente son expédition en kayak. On voit le petit kayak qui est représenté en haut du masque. Le souhait, ça a été fait par Perry Eaton, qui aussi fabrique des masques qui sont des masques dansés. La communauté était présente, il y a eu ce temps de cérémonie. Un petit temps d'incompréhension puisque la municipalité souhaitait conserver ce masque et l'inscrire dans les collections, il était trop important. Et ils ont su être convaincants pour justement exprimer que non, le sens n'était pas là, mais bien d'honorer la mort de Pinard, que là on le célébrait et que ce masque était voué, l'esprit de Pinard, incarnait l'esprit de Pinard et était bien destiné à être dansé et brûlé en fin de cérémonie, comme pour n'importe quelle cérémonie funéraire. La question du dialogue, toujours. Voilà. Anne-Claire Laronde, Sven Hackenson, qui était le directeur de la Lautic Museum, écrivent ces mots dans la préface toujours de Two Journeys. Voilà. Alphonse Pinard a lié pour toujours l'histoire des peuples français et Lautic et a créé des opportunités uniques de compréhension mutuelle et de collaboration par l'exploration de l'histoire. Retour des œuvres, dans ce que je vous disais, depuis 2012, il y a régulièrement des dépôts. Là, le prochain doit être en 2023. On va accueillir dans quelques semaines nos collègues qui reviennent de Kodiak avec le dernier dépôt, celui de 2018, où on voit là un autre sujet, pas les masques. L'étude, comme on disait, continue. Là, c'est un travail sur le perlage, avec ces coiffes cérémonielles anciennes qui ont été prêtées, et tout un programme qui a été mis en place par la Lautic Museum de travail autour du perlage, et un programme Pingwatt que l'on souhaiterait accueillir à Boulogne prochainement pour les prochaines rencontres. Naissance d'une collection d'art contemporain, j'en finirai là, mais on arrive à un temps de patrimonialisation finalement presque de ce partenariat. Mais en tout cas, la constitution d'une collection d'art contemporain a été aussi un ciment fort. Ça, c'est en amont des commissions d'acquisition. Il y a eu un comité d'acquisition mixte pour pouvoir parler, s'accorder sur des critères qui pouvaient faire sens de part et d'autre, avec les personnalités qui sont ici mentionnées, il y en avait 10, des critères, je vous ai mis les principaux. L'artiste doit être considéré autochtone. Alors là, on se retrouve face au Blood Quantum des États-Unis, le pourcentage de sang d'origine, etc. D'autres points, en 2016, 29 œuvres ont été données par la corporation de Cognac. Il y avait également les matières animales protégées qui en ont, pour cette première acquisition, été exclues. En tout cas, ça vous donne quelques points qui ont été ceux du dialogue. Et là, je vous donne un aperçu simplement des quelques œuvres qui ont été, des 29 œuvres qui sont venues augmenter la collection. Dans les premières années de 2002 à 2015, 13 œuvres ont petit à petit, étaient petit à petit entrées par le biais de résidences, etc. Avec cette nouvelle acquisition, ça ancre dans le projet même du musée, au cœur du musée, autrement les collections d'Anaska, et ça confirme ce lien entre passé et présent qui continue de se nouer. Et on ouvre, il y a une ouverture culturelle puisque les artistes représentés ne sont pas tous de Kodiak, mais représentent l'ensemble du territoire. Voilà. J'en finirai avec You and Me pour donner l'esprit, juste avec les mots de Perry Eaton. C'est une des œuvres que je voulais mettre en conclusion. Dans cette œuvre, j'ai créé deux esprits similaires, placés côte à côte, mais dans des boîtes ou des mondes séparés. Aucun des deux ne peut voir l'autre et pourtant ils vivent côte à côte. Chacun est confortablement installé dans la sécurité de son petit monde. Les mondes sont en mouvement grâce aux frontières étendues et à la peur et au chaos, c'est une traduction, de quitter la sécurité de son monde. Nous construisons tous nos mondes et nous les gardons soigneusement, à la famille, à l'école, en passant par la ville, le pays ou même les races, des boîtes sur des boîtes. Et pourtant, lorsque vous prenez du recul et que vous regardez les autres, ils sont tous comme vous et moi. Voilà.
Oui, voilà. Donc, merci à tous d'avoir tenu l'horloge, c'est très bien. Et bravo François, parce que tu vas me rattraper un peu notre retard. Donc nous disposons d'une demi-heure. Je vous ai supprimé la pause tout à l'heure, hein, mais ce qui nous laisse quand même une demi-heure pour les questions-réponses, parce que vous savez, souvent dans nos journées, avec des programmes aussi intenses, tout le monde regrette de ne pas avoir ces temps d'échange. Donc je vais demander en fait à Roland May de reprendre place, s'il le veut bien, ici, ainsi que Juliette Guéprat. Donc Roland, par courtoisie, prendra la chaise et laissera le fauteuil à Juliette. Si elle ne s'est pas sauvée, elle est peut-être plus là. Bon. Et puis, du coup, peut-être que Jacques Salois acceptera de prendre le fauteuil que tu laisseras. Voilà. Et donc ensuite, on a alors Collardel toujours là, lui. Ah c'est formidable. Donc voilà. Maintenant, écoutez. Alors j'oublie. Est-ce que j'oublie finalement, je ne crois pas. Donc si vous avez évidemment maintenant des questions, des réactions, etc., vous allez pouvoir le faire. On va balader des micros dans la salle. Hein. Vous avez devant vous autrement des micros et on peut commencer. Donc, vas-y. Un premier micro ici. Ah, on n'a pas assez de micros là. Ah non, il faut. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que vous parliez dans les micros parce que comme on a une captation, du coup, ça ne passe pas, si vous voulez, à l'enregistrement si vous ne parlez pas dans les micros. Je vous rends le micro si tu veux, Philippe. Je te le rends tout de suite. Ah, mais t'as piqué un micro. Mais oui, j'en ai un. C'est moi qui l'ai. J'avais une question très courte, du coup, qui peut sembler un peu terre-à-terre, mais qui est quand même symbolique pour Elikia. Quant au dépôt d'œuvres qui sont réalisées, qui est-ce qui finance le transport des œuvres ? C'est crucial. Oui, c'est l'Allotic Museum qui finance intégralement, qui fait la recherche de fonds et qui finance le transport. Aller-retour, convoyeur, etc. Question générale. J'ai l'impression que le domaine du patrimoine et des musées en particulier, comparativement aux autres domaines de la culture comme le spectacle vivant, bénéficie, parce que je suis un vieux jacobin, d'une présence importante de l'État, à la fois financièrement, mais aussi effectivement en termes de contrôle scientifique et technique, et notamment parce qu'effectivement on se rend compte dans certains cas que les élus locaux comprennent mal qu'on vienne leur dire qu'ils doivent ou ce qu'ils peuvent mettre, même si c'est pas tout à fait, vous l'avez dit Chloé, pardon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais simplement, effectivement, ils ne peuvent pas complètement faire ce qu'ils veulent, beaucoup plus que, par exemple, je connais des maires qui contrôlent ce qui rentre dans leur médiathèque en direct, et même chose sur la programmation théâtrale. Oui, alors par rapport au spectacle vivant, en tout cas pour les musées, oui, c'est vrai qu'on est plutôt bien doté. Par rapport au MH, non, clairement, on reste quand même très, très, très faible. Après, c'est vrai justement que moi, le rôle des DRAC, enfin le rôle de conseiller musée en DRAC, je le conçois vraiment comme ça, comme un appui auprès des collègues. Et là, par exemple, je vais vous donner un cas précis. Vous parlez d'édiles, enfin de maires qui veulent contrôler la programmation. C'est en effet quand même... Enfin, le terme de contrôle est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a certaines municipalités, j'en ai en tête, évidemment, je ne vais pas les nommer, qui veulent en effet essayer de placer certains artistes dans la programmation, voire dans les acquisitions. Et là, dernièrement, c'est pour ça que j'ai fait ce petit rappel sur les différents modes d'entrée dans les musées, parce que dernièrement, j'étais au sein au sein du CA, du conseil d'administration d'un très grand musée du territoire d'Occitanie, vraiment un très très grand musée. Et la nouvelle directrice... Pardon ? Non. La nouvelle directrice, déjà là, vous avez une bonne indication. Personne ne l'a identifiée. Qui vient d'arriver, sortant INP, la pauvre, présente un don, voilà, une proposition de don d'un artiste local contemporain, une représentation de la ville format mosaïque. C'est un musée, c'est pas du tout un musée d'art contemporain. Et donc, bon, moi, tout de suite, membre du CA, heureusement, je m'en offusque. Je dis, quand même, est-ce que ça s'inscrit dans votre PSC qui n'existe pas
il faut vraiment, là, prenez le temps de l'écrire, etc., etc. Et je dis, bon, je voyais bien que la maire, deuxième indication, commence à tiquer. Et je dis, mais la municipalité, la ville peut parfaitement accepter le don. Dans ce cas, c'est un bien municipal, c'est protégé par le CG3P. Après, vous pourrez le mettre en dépôt au musée, parce qu'en plus, l'artiste voulait que l'œuvre soit exposée en permanence. Bon, et à la fin du CA, la jeune directrice me dit bah merci, parce qu'en fait, avant le CA, on m'avait fait passer la consigne d'accepter le don, point final. Voilà, et c'est raide pour certains directeurs conservateurs d'être en effet très désœuvrés dans leur collectivité. Enfin, souvent, les musées sont quand même un peu la dernière roue du carrosse au sein de beaucoup de collectivités. Mais en fait, on intervient en effet dans le cadre du contrôle scientifique et technique et un peu dans le cadre des subventions. Je m'adresse au régisseur, il manque un micro à chef. En fait. Non, mais sur ce problème de la responsabilité de l'État par rapport aux collectivités locales. Ne nous trompons pas, le combat est permanent. Il rappelle celui qui a eu lieu en 92 à la Convention, plutôt juste avant, oui, avant la Convention, entre les Pol Pot de l'époque qui voulaient détruire et ceux qui ont commencé à se battre pour conserver. Ce combat, il faut le mener en permanence et c'est le rôle de l'État de le mener vis-à-vis des collectivités locales. Quand je vous parlais du début des années 80, les collectivités locales ne venaient pas nous parler des musées, sauf pour se plaindre des conservateurs qui rappelaient courageusement ce principe en dépit de tout. Donc ne nous trompons pas, l'État peut continuer d'aider, mais c'est à vous-même de mener avec son appui par rapport aux collectivités locales cette pédagogie qui sera sans cesse renouvelée, élection après élection, au niveau local, au niveau parlementaire, et au niveau présidentiel. D'ailleurs, on parle du contrôle scientifique et technique et des subventions, mais même le rôle de l'État est même en amont sur la préservation du statut du directeur. Parce que moi, j'ai beaucoup, malheureusement, de cas de musées. Lorsqu'il y a changement de direction, les municipalités disent « on ne veut plus de conservateurs. Ça coûte trop cher, les conservateurs ne comprennent rien à la gestion d'équipe. » Blablabla, blablabla. Et là, c'est à nous de rappeler, non, mais c'est une obligation réglementaire. Il faut un conservateur ou un attaché de conservation, en tout cas un responsable scientifique. Et en fait, c'est même cette catégorie de responsable scientifique auprès de beaucoup de collectivités, elle n'est même pas comprise. J'ai des musées qui sont dirigés par des responsables administratifs et les municipalités me disent, mais on a un responsable. Pardon ? Ah, Carcassonne. Alors, heureusement, c'est pas sur mon territoire. Heureusement, moi, je suis côté ex-Midi-Pi, parce qu'avec Languedoc, là, c'est quelque chose. Mais en ex-Midi-Pyrénées aussi. Et vraiment, quand je leur dis non, il est responsable, elle est responsable administrative, elle n'a pas de compétences scientifiques, beaucoup de collectivités ne comprennent pas cette nécessité-là. Donc, on en est même avant le contrôle scientifique, avant les subventions, on en est à la préservation d'une expertise à la direction du musée. Oui, si vous permettez, je voudrais, concernant la GCPF, vous dire l'action que nous menons, puisque nous avons signé une convention de partenariat avec l'AMF, avec l'Association des maires de France, et c'est bien dans ce but. Nous avons collectivement, au niveau de l'association, à faire passer des messages, à faire de la pédagogie. On s'aperçoit qu'il y a une totale méconnaissance de certains élus des textes dont on a parlé tout à l'heure. Si vous leur dites qu'il y a une obligation de faire un PC dans un musée, voilà. Donc il y a à la fois, je pense, un travail à faire depuis l'administration centrale et les DRAC vis-à-vis des collectivités, mais nous aussi au niveau de notre association et des professionnels dans ce collectif que nous avons aussi ce travail, et par le biais notamment des associations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé avec Catherine Cuenca, donc on aura d'ailleurs demain, c'est demain, non ? Donc un échange avec l'association des maires de France, parce que c'est évidemment très important, et il faudrait qu'on renforce ce travail également
avec les associations des administrateurs, etc., qui sont ceux qui font aussi beaucoup de choses, évidemment, dans une collectivité et qui non plus, bien souvent, n'ont pas véritablement conscience des textes dont ils ont normalement l'obligation de les appliquer. Donc il y a tout un travail, certainement, à ce niveau-là. J'ai vu qu'il y avait une demande de parole. Bonjour, Michel Moine-Charlet. J'avais une question qui concerne davantage le cadre législatif et la loi qui encadre les dépôts des collections des musées de France dans les administrations, dans les préfectures par exemple. Bon, pour les musées nationaux, elle est très claire. Elle dit que le dépôt ne peut pas s'effectuer ou ne peut s'effectuer que dans d'autres musées de France. En revanche, pour les musées territoriaux, il y a une zone d'ombre concernant notamment les dépôts dans les préfectures. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, c'était un petit peu ma question. Claire, peut-être. Oui, juste peut-être que Chloé complétera, mais en fait, il n'y a pas de loi là il n'y a pas de disposition législative sur les dépôts dans les administrations. Donc effectivement, il y a une circulaire pour les dépôts des musées nationaux, mais la libre administration des collectivités territoriales met une limite à ce qu'on peut poser comme cadre. C'est exactement ce que disait Chloé aussi sur les acquisitions. À un moment donné, avec un avis défavorable, une collectivité territoriale peut quand même faire l'acquisition. Elle n'aura pas d'aide de l'État et elle est obligée d'inscrire la mention dans les observations de l'inventaire, mais on ne peut pas l'empêcher de le faire. Et là, concernant les prêts et dépôts, en fait, les règles sont très strictes sur les possibilités de dépôt quand il s'agit des musées nationaux relevant du ministère de la Culture. Parce que déjà, même les autres départements ministériels n'ont pas forcément à respecter le même cadre pour les conditions de prêt et dépôt. Mais quand on arrive sur les collections territoriales, effectivement, là, c'est un petit peu à chaque exécutif de choisir ses conditions. Alors évidemment, beaucoup de collectivités, enfin, de ce qu'on voit, nous, il y a quand même beaucoup de musées de France qui essayent de se conformer le plus possible au cadre qui existe pour les musées nationaux. Mais si après, il y a des décisions qui sont prises en dehors de leur prescription à eux, on ne peut pas vraiment l'empêcher là. Excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière parce qu'il y a eu une ou deux questions posées depuis, mais sur cette question des acquisitions incitées ou même imposées par ou la collectivité de tutelle, ou parfois des donateurs privés influents qui veulent absolument faire accepter leur œuvre. Juste pour dire que, à mon sens, un des grands mérites des commissions scientifiques régionales d'acquisition, c'est que non seulement elles sont là pour relayer, si on peut dire, le poids et l'avis de l'État, puisque au sein des CSRA, comme des CSRR d'ailleurs, il y a bien des représentants de l'État, mais il y a aussi des personnalités qualifiées et il y a donc des avis scientifiques assez variés. Et je pense que là-dessus, c'est justement un des rôles potentiels de ces commissions, c'est de pouvoir opposer en quelque sorte un avis scientifique collégial face à une collectivité qui voudrait absolument faire imposer une acquisition. Alors, une fois qu'on a dit ça, on sait bien qu'il y a des cas de très mauvaise volonté dans lesquels il est difficile de trouver des arguments convaincants, mais au moins on peut essayer. Oui, pour revenir sur la question aussi du statut de responsable scientifique d'une collection musée de France. Alors je sais que dans la loi précise qu'il faut que ce soit une personnalité scientifique qualifiée, et le terme de conservateur n'est pas indiqué. Je sais que ça avait fait débat à l'époque. Il y a quand même des possibilités de reconnaissance des qualifications scientifiques par le biais d'une présentation d'un dossier porté par la Direction régionale des affaires culturelles, avec son avis, soumise au SMF, et qui rend un avis de qualification pour ce responsable. Donc il y a une forme de troisième voie, mais elle est importante et elle est essentielle. Et si on appliquait strictement
le droit, les musées n'ayant bénéficié pas de responsables scientifiques qualifiés ne recevraient pas de dotation de l'État. Alors, désolé, je reprends encore la parole. Je vais donner un petit exemple pour illustrer ce qu'a dit monsieur Arnay. Là, pour le coup, je vais citer, parce que je trouve que c'est un cas intéressant. Musée Toulouse-Lautrec, la précédente directrice, Musée Toulouse-Lautrec d'Albi, qui a un statut très particulier d'établissement public municipal. Et la précédente directrice, Madame Saragoza, arrive en commission d'acquisition et nous dit, voilà, je présente ces 2 œuvres-là, mais elles coûtent très cher et je pense que la collectivité ne pourra pas porter cette acquisition. C'était notamment un Lupiac, André Lupiac, un artiste très, très intéressant. Et la commission était unanime pour dire, si, c'est fondamental. Et cet avis favorable de la commission, alors même que la directrice était mi-figue mi-raisin, on va dire, a permis d'avoir un bon taux de subventionnement et donc a permis d'acquérir les œuvres. Donc là, vraiment, ça a été un appui fort pour décider la collectivité. Je reviens ensuite sur la procédure dite 2QRS, équivalence pour exercer les responsabilités, j'oublie toujours ce que veut dire cet acronyme, de responsable scientifique. Bref, là aussi, en effet, c'est une procédure qui est assez peu connue. En fait, ça fait pas longtemps que je suis en DRAC, 3 ans, mais je l'ai mise en place une fois et mon responsable hiérarchique direct, directeur du pôle patrimoine, ignorait totalement cette procédure. Il n'en avait aucune connaissance. Je l'ai mise en place pour un musée associatif de très très bonne tenue. Là aussi, je vais le citer parce qu'il est très bien. C'est le musée du Vieux Toulouse à Toulouse. Musée associatif, c'est quand même assez rare. 2 personnels qui gèrent tout, avec évidemment des bénévoles. Quand ils gèrent tout, je veux dire, là pour le coup, PSC en cours, récollement effectué. Et franchement, c'est pas le cas de tout un tas d'autres musées. Et en fait, il était sous convention avec la ville de Toulouse. Et le responsable scientifique, sur le papier, c'était un conservateur de la ville qui, évidemment, n'avait pas le temps de s'en occuper. Et là, en fait, j'ai poussé dès mon arrivée la responsable du musée à demander à présenter son dossier de QRS. Et ça a été accepté là, très récemment. Donc oui, c'est une procédure qu'on peut mettre en place et qui, au bout du compte, dès lors que le dossier est solide, ça ne pose aucune difficulté. Et en plus, là, elle n'a pas de difficulté avec sa tutelle, c'est une asso, mais ça peut permettre, et j'ai un autre cas en tête, ça peut permettre à la personne en poste dans le musée d'avoir plus de légitimité auprès de sa collectivité. J'ai le cas d'un musée fermé, détruit, d'ailleurs le bâtiment a été détruit, avec une responsable en CDD, je vous laisse imaginer la position. Et là, pareil, je soutiens sa candidature EQRS parce que je sais qu'elle est en délicatesse, on va dire, vis-à-vis du maire, et ça permettra pour elle d'avoir plus de poids. Excusez-moi, toujours sur cette question des qualifications, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, sur le fait de la méconnaissance parfois par les collectivités du cadre législatif ou réglementaire, juste pour dire que c'est important aussi d'insister sur les qualifications à la fois scientifiques, mais pas seulement scientifiques des conservateurs, et que la formation qui est donnée à l'INP leur donne aussi des capacités à exercer une responsabilité administrative d'établissement. Oui, et je voudrais laisser la parole au directeur régional des affaires culturelles qui est présent ici, des Hauts-de-France, et qui a demandé la parole depuis un moment. Merci Christophe Vital. Moi, je voulais d'abord saluer Jacques Salois et l'ensemble des intervenants, dire le plaisir qui est le mien d'être là aujourd'hui, et de dire que vous soulevez une question importante, c'est le rapport des services de l'État, et notamment des services déconcentrés avec les élus. On a parlé de formation des élus. Alors, je n'opposerai pas 92, les Khmers rouges ou la montagne contre un certain nombre d'enjeux, même si l'abbé Grégoire est bien sûr dans la tête de tout le monde. Mais d'abord, il y a le rôle, évidemment, du réseau des conseils musées. Les origines en ont été rappelées, de la veille sur les territoires et du lien avec les responsables scientifiques de collection, quel que soit leur statut. Mais je pense, et j'en parlerai demain, qu'il faut avoir une vision un peu stratégique du rapport de l'ensemble des services de l'État. Je rappelle que nous sommes sous l'autorité également du préfet de région, avec la collectivité dans une vision des politiques culturelles. Cette question, elle se pose, et je me réjouis que l'association qui se réunit aujourd'hui est un lien avec l'Association des maires de France, avec les directeurs et directeurs généraux adjoints des services. C'est la question de la formation des services administratifs. On est souvent dans des situations où il n'y a pas de directeur de la culture.
qui est souvent un interlocuteur des services techniques et des directions des services déconcentrés de l'État, des DRAC. Et surtout, ça nous oblige à un dialogue renforcé, ce que nous faisons, ce que le ministère nous a appelé à faire à travers les conseils locaux des territoires pour la culture, que nous déclinons sous forme de groupes de travail et même des bilatérales que nous portons à 180 degrés, où la politique patrimoniale et la politique des musées est traitée à même enseigne que la politique du spectacle vivant et les actions d'éducation artistique et culturelle. Dans la région dont j'ai la responsabilité, nous en avons conduit 8 avec les moyens humains qui sont les nôtres. C'est tout à fait impressionnant. C'est-à-dire qu'on arrive avec les grandes métropoles et un certain nombre de villes, préfectures, de villes qui ont des grands équipements et qui ont une action résolue à entretenir ce dialogue avec tous les conseillers et bien sûr les conseillers musées et l'ensemble des acteurs de la DRAC. On l'a fait avec Lille Métro, on l'a fait avec la MEL, on l'a fait avec la ville de Lille, avec Amiens Métropole. Je reviens sur la question de la formation parce qu'elle est cruciale. Ici, le Conseil régional a porté l'idée d'une formation adossée à Sciences Po Lille des élus en charge de la culture. Il y en a 40 qui suivent ce cycle. J'y enseigne. J'ai pris le temps. Marc Drouet l'avait fait avant moi. Je trouve que ça a du sens. On a beaucoup de maires adjoints à la culture. Et je pense que c'est assez vertueux parce que ça permet de rappeler ce que vous avez retracé au cours de cette matinée, c'est-à-dire l'évolution du cadre législatif, réglementaire, les obligations et le rôle, vous avez parlé d'ensemblier de l'État, parfois contraignant, parce qu'il faut le rappeler, sur un certain nombre d'enjeux. Donc il y a une politique de veille, il y a une politique d'accompagnement, et cet enjeu de formation, d'information, en lien avec les grandes associations d'élus et les associations d'administrateurs et techniciens des collectivités, il est aujourd'hui essentiel. Moi, je ne noircirai pas le tableau. Enfin, bien sûr, il y a des changements. Il y a une nouvelle génération d'élus, notamment municipaux, qui est arrivée en 14 et en 20, mais surtout en 20. Je pense qu'il y a un élément crucial, et cette région est un peu différente d'autres à cet égard, mais effectivement, il y a cet enjeu qui doit être rappelé, et les obligations que nous nous assignons, l'ensemble des services de la DRAC, et je pense que mes collègues font de même, et je parlerai demain au nom de l'association des DRAC, c'est effectivement d'avoir une veille, d'être dans la contrainte, et d'avoir une vue équilibrée des territoires. Et je voudrais conclure en évoquant ce qui a été dit. Non, on a des outils de contrôle dans le spectacle vivant, je tiens tout de même à le dire. Ça s'appelle des contrats pluriannuels d'objectifs, au moins pour les scènes labellisées et les structures conventionnées, de la même manière pour les médiathèques. Je rappellerai qu'il y a une loi qui a été portée par Sylvie Robert pour les médiathèques, qui est très importante, qui a été votée à l'unanimité, la loi bibliothèque du 30 décembre 2021. Et donc, il y a des outils de dialogue, de contrôle, de concertation, de régulation qui font que d'autres secteurs du champ culturel bénéficient d'une capacité de l'État à intervenir. Si évidemment on ferait avec une CPO, même s'il y a le respect au titre du CGCT, l'autonomie des collectivités, on est en situation au conseil d'administration, vous l'avez rappelé, d'agir. Il arrive qu'il y ait des baisses de subventions au réseau labellisé et conventionné du spectacle vivant. C'est assez courant même actuellement et ça risque de s'accélérer. Merci. J'ai vu que Mayotte était en attente et que notre ami Collardel voulait s'exprimer. S'il peut le faire de manière très courte. Merci. Non, c'est très gentil, mais là, je suis en décalage par rapport au débat. C'était juste au sujet de la question des listes d'aptitudes et de la possibilité d'inclure dans certains cas des conservateurs qui n'étaient pas passés par les filières de formation classiques. Je voudrais en témoigner simplement, mais en deux mots pour Mayotte, où si nous n'avions pas eu cette possibilité d'intégrer, je dirais, quelqu'un disposant à la fois de la compétence universitaire, de la capacité à la pratique des langues locales, qui, je le rappelle ici, sont prééminentes sur le français, et encore pour certainement longtemps, nous n'aurions pas eu la possibilité de développer le projet du musée. Donc c'était simplement pour appuyer cette observation qui a été faite tout à l'heure. Merci. Encore une ou deux demandes d'intervention. Oui, Blandine Chavannes. Alors, je voudrais intervenir très rapidement. Ah non, tu attends d'avoir un micro. Reste dans le micro. J'en ai un. Très rapidement. Quand Jacques Sallois arrive à faire en sorte qu'il y ait des conseillers musées, il oublie une petite chose. J'étais conservatrice adjointe musée des Sainte-Croix de Poitiers. Et je débarque à la DRAC Bourgogne. Je ne savais rien du fonctionnement de l'État. Et donc le titre 6 ne me disait rien.
Et je dois avouer que nous étions vos missi dominici, mais j'ai eu quelques premiers mois un peu compliqués pour essayer de comprendre. Alors, pas avec mes collègues, parce que je faisais partie de l'Association générale des conservateurs, donc j'ai été immédiatement à leur première réunion de la section fédérée. Bon, et je me sentais tout à fait à l'aise avec eux, mais je dois avouer que c'était au sein de la DRAC qu'il m'a fallu quelques mois d'adaptation. Bon, et finalement, et c'est ça qui est compliqué quand on est conseiller musée, c'est qu'il y a un hiatus énorme entre le métier de conservateur et le métier de conseiller musée. De fait, être conseiller scientifique, enfin, les accompagner, c'était assez facile. Mais comme j'étais adjointe à Poitiers, Michel Reyrol assumait toutes les relations avec les politiques. Et on était à une période où nous avions énormément de chance parce qu'il y avait beaucoup de moyens gérés par une association parallèle au musée. Chose totalement interdite aujourd'hui. Nous ne détournions rien. Mais tout d'un coup, je me retrouve dans des contraintes administratives. Alors, j'ai beaucoup appris. Merci, Jacques Sallois. Mais je dois avouer, quelque peu noyée à mon arrivée à Dijon. Blandine, est-ce qu'avec le temps passé, j'ai eu tort de vous nommer? Ça, je ne sais pas. VD Glibert. Oui, de manière très très succincte, j'ai juste une question sur le dossier d'équivalence. Est-ce que ce n'est pas un risque que les collectivités recrutent de manière non statutaire? Par chance, elles ne connaissent pas bien ce dispositif. Non, mais oui, bien sûr, c'est un risque en fait. C'est un risque et en même temps, comment dit-on, en région, parfois on a du mal à avoir des candidatures sur des postes bien spécifiques. Là, je pense à un muséum, franchement de bonne tenue, direction du muséum, 2 candidats, tous les 2 contractuels, aucun fonctionnaire titulaire. Voilà. Et heureusement, l'un des 2, très bon profil, mais le SMF m'a interrogé, m'a dit mais pourquoi vous avez choisi un tel? Je dis déjà parce qu'il est très bien, il connaît le métier. Et le SMF m'a dit oui, mais il aurait fallu un conservateur. Bah ouais, mais il n'y en a eu aucun, c'est de présenter. Parfois, vraiment, la réalité du terrain est pas évidente. Sur les grosses structures type Augustin, les Augustins, évidemment, il n'y a pas de problème pour recruter. Mais d'autres endroits, je vois Gaillac qui relance son appel à candidature 3 fois. Bon, comme on m'a laissé le micro, j'en profite. Certaines collectivités ne font pas appel à des conseillers musées ou en tout cas à l'État dans leur jury de recrutement. Oui, c'est dommage, c'est dommage. Là, pour le coup, pour le muséum, j'étais dans le jury, c'était très bien, voilà, pour d'autres, non. Et je reviens sur ce qu'a dit Blandine Chavannes sur le rôle des conseillers musées en DRAC. C'est vrai que c'est pas évident. Et aussi, il y a quelque chose qui serait à réfléchir, parce que moi, en Occitanie, on est rattaché au pôle patrimoine. C'est pas le cas de tous les services des musées. J'en ai un en tête, il est rattaché au pôle action culturelle et territoriale. Alors, pourquoi on est rattaché au pôle patrimoine? Parce qu'on fait partie du Code du patrimoine, en fait. On est géré par le Code du patrimoine. Mais je trouve que ça a vraiment sa pertinence aussi d'avoir des liens avec l'action culturelle et territoriale, parce qu'un musée, certes, c'est une collection, mais ce sont aussi des publics. Et cette question-là sur les publics, la médiation, parfois, elle passe un peu à l'arrière-plan. Et là aussi, Claire, tu as dit, oui, c'est pas un label. Mais tous les mois, je rappelle à mes collègues de la DRAC, ils disent le label Musée de France, mais c'est pas un label, c'est une appellation. C'est pas du tout la même logique. Et donc même au sein de la DRAC, en effet, encore aujourd'hui, on a du mal à faire comprendre en fait notre rôle. Et je pense que le positionnement au sein du patrimoine, voilà, il est. Bien. On va peut-être conclure. Moi, j'ai noté quand même une chose, c'est que le magnifique ouvrage sur les 20 ans de la loi musée, il y a un certain nombre d'auteurs qui utilisent encore le mot label, si vous lisez bien les articles, ce que j'ai effectivement noté. Donc, merci en tous les cas pour ces échanges. Bon, on va pouvoir, je pense, maintenant nous rassasier. Donc, moi, je voudrais juste dire juste un dernier mot au nom de la GCPF. Et je pense que nous avons tout intérêt à ce que nos sections régionales soient
se rapprochent des conseillers musées et travaillent main dans la main. Et ça pourrait éviter quelquefois même des malentendus. Et donc je pense que ça me paraît extrêmement important. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on veut faire et qu'on fait, puisqu'on s'est rapproché par l'intermédiaire de nos deux associations, puisqu'il existe une association de conseillers musées qui est un peu plus petite que la nôtre, mais ça se comprend évidemment pour le nombre évidemment que vous êtes. Merci en tous les cas.